Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire OPCO-EP sur la transition écologique et énergétique dans la branche des prestataires de services. Je suis Cyril Duchamp, je suis journaliste à l'agence de presse AEF, un média spécialisé sur le champ de la formation professionnelle, des politiques de l'emploi, des RH. J'ai le plaisir d'être avec vous pendant 1 heure. Nous allons passer en revue un certain nombre de points concernant la transition écologique et énergétique dans la branche des prestataires de services et plus particulièrement, évidemment, avoir des témoignages qui seront inspirants, témoignages d'entreprise. Avant de démarrer ce webinaire en tant que tel, un très court point technique sur des modalités de participation qui sont donc possibles durant toute la durée de ce webinaire. Vous avez en bas à droite de votre écran un onglet chat à partir duquel à la fois vous pourrez poser vos questions. L'équipe d'OPCO-EP s'active en coulisses pour répondre à certaines d'entre elles. Et puis, bien évidemment, je me ferai un plaisir de relayer vos questions à nos différents intervenants. Et puis, c'est aussi au travers de cet onglet que vous aurez accès à un certain nombre de ressources qui seront proposées par l'équipe d'OPCO-EP. Avant de passer la parole à la branche pour un mot d'ouverture, je vous propose un petit quiz pour voir un petit peu comment vous positionnez par rapport à ces enjeux de transition écologique, comprendre quelles sont vos motivations et la manière dont vous abordez le sujet, votre regard. Selon vous, les enjeux de la transition écologique et énergétique constituent, au plan économique, donc, pour les entreprises, vous voyez un certain nombre de points de réponse. Alors, il vous suffit de cliquer, mais il y a possibilité, évidemment, d'apporter plusieurs réponses. Je vous laisse quelques instants pour apporter votre vote. Et puis, on va voir s'afficher les résultats. Voilà. Alors, le temps que vous votiez, que vous exprimez votre opinion par rapport à ça, on voit l'onglet sondage, donc, avec un certain nombre d'indications, une opportunité stratégique de développement économique, c'est presque une très grosse majorité, c'est en train même de monter à 44%. Je vais faire venir sur scène Frédéric Amelot et Stéphane Clairet pour un mot d'ouverture de ce webinaire. Frédéric Amelot et Stéphane Clairet représentent la branche des prestataires de services. On va les faire venir. Les voici. Bonjour Frédéric Amelot. Bonjour. Stéphane Clairet ne devrait pas tarder. Alors Frédéric Amelot, vous êtes au niveau de la branche, voilà, vous représentez le collège employeur. Stéphane Clairet, bonjour, vous représentez le collège salarié. Peut-être un mot d'abord sur ce fonctionnement paritaire de la branche. Bien, bonjour à tous. Alors oui, je confirme, il s'agit bien d'un fonctionnement entre partenaires sociaux. Donc, je suis Frédéric Amelot, déléguée générale du SORAP, et je représente les entreprises expertes de la relation commerciale avec des métiers tels que l'animation, le merchandising et les forces de vente. Je suis donc négociatrice dans la branche prestataire de services du secteur tertiaire, aux côtés de 7 autres organisations patronales qui sont le SP2C, le SNPA, le SINAF, le CIST, la FIGEC, le SAR et la CNET. D'ailleurs, j'en profite pour dire que certains de mes homologues sont présents pour ce webinaire et je les en remercie. Et Stéphane Clairet, je le disais, vous représentez le collège salarié. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphane Clairet, représentant syndical pour la CFDT, négociateur sur la branche, aux côtés de mes homologues de la CFTC, FEC-FO, Sud Solidaire, CFE-CGC et la CGT également. Très bien. Je vous propose peut-être, Frédéric Amelot, de repositionner un petit rappel du positionnement de la branche pour voir ce que la représentation, ce qu'est la branche des prestataires de services. Oui, alors la branche professionnelle des prestataires de services du secteur tertiaire représente plus de 21 300 entreprises, près de 24 000 établissements et plus de 146 000 salariés. Elle a en particulier pour caractéristique, d'une part, une diversité des activités représentées avec 12 métiers différents, l'accueil téléphonique, physique, événementiel, l'animation commerciale, les centres d'appel, la domiciliation et l'hébergement d'entreprise, l'enquête civile, la force de vente, l'optimisation linéaire, le recouvrement de créances et la traduction.
Je pense que je n'en ai pas oublié. Mais d'autre part, également une diversité de typologies d'entreprises avec 92% de TPE qui représentent environ 27% des salariés. Alors, ce webinaire qui nous mobilise aujourd'hui est consacré à la transition écologique et énergétique. Stéphane Clairet, peut-être, quelles sont les principales motivations de la branche à s'engager sur ces enjeux? Alors, les principales motivations, il y en a beaucoup. Alors, donc les réflexions et les travaux s'inscrivent dans le cadre d'un EDEC, un engagement de développement de l'emploi et des compétences. C'est un accord conclu entre l'État et plusieurs branches professionnelles pour accompagner l'évolution des emplois et des qualifications face aux grandes mutations, en vue aussi de sécuriser les parcours professionnels. Une enquête approfondie a été menée auprès de diverses entreprises de tailles différentes. Ces travaux ont ainsi répondu à un besoin essentiel d'information et de sensibilisation sur les enjeux environnementaux et réglementaires. L'objectif a été d'apporter aux entreprises les connaissances et les outils nécessaires pour intégrer donc la TE dans leur stratégie et ainsi renforcer leur compétitivité et attractivité. Merci Frédéric Amelot, peut-être un mot sur ces motivations de la branche? Mais écoutez, je compléterai en disant qu'un diagnostic précis a été établi. L'étude menée par le cabinet Amnios avec l'accompagnement au COEP a permis à la branche d'acquérir une meilleure compréhension des enjeux tout en identifiant les besoins en formation et en développement des compétences. Cela a facilité la définition d'une feuille de route claire, offrant ainsi aux entreprises les clés pour anticiper les transitions. C'est clairement une démarche essentielle pour sensibiliser les entreprises aux profondes mutations du secteur actuel, mais aussi à venir. Parfait. On va entrer dans le détail évidemment de cette étude menée par le cabinet Amnios juste après votre intervention, mais tout de même, quels sont les principaux enseignements qu'on peut en tirer et les actions qui sont préconisées pour la branche? Frédéric Amelot, peut-être. Alors, les principaux enseignements de cette étude, je dirais qu'ils ont souligné la nécessité d'adapter les compétences aux évolutions du secteur. Dans la continuité des actions déjà engagées, il était essentiel d'intensifier ces initiatives pour assurer, je dirais, une montée en compétences collective. Ce qui se traduit par un accompagnement ciblé, qui s'est donc révélé indispensable, et notamment pour les petites entreprises, afin de les aider à intégrer ces enjeux, mais aussi valoriser les bonnes pratiques et renforcer leur visibilité sur ces thématiques stratégiques. Parmi les actions concrètes identifiées, il figurait par exemple l'organisation de webinaires. Ce webinaire, au COEP, sur la transition écologique énergétique, c'est une des réponses. Mais également la mise en place d'outils dédiés, et ainsi que, il ne faut pas l'oublier, la valorisation des entreprises déjà fortement engagées. Stéphane Clairet, peut-être un mot sur les enseignements et les actions préconisées pour la branche au travers de cette étude? Oui, tout à fait. Pour conclure, la branche est globalement satisfaite du travail réalisé, conformément au plan d'action établi ensemble. Il reste à mettre à disposition, par contre, des entreprises les outils et les moyens de communication, comme les guides, les infographies notamment. Et ce qu'il faut noter également, c'est que la branche mobilise des moyens financiers conséquents pour accompagner les plus petites entreprises sur ces sujets de transition écologique, moyens réservés, bien sûr, sur l'enveloppe conventionnelle de la branche. On voit au travers de vos prises de parole que la branche s'est clairement emparée de ces sujets de manière proactive, avec un ancrage, une préoccupation d'être très concret avec ces différents outils, toutes ces actions que vous venez d'esquisser. Merci beaucoup Stéphane Clairet, Frédéric Amelot. Je vous invite à quitter la scène et puis on va passer à un regard un peu pointu sur l'étude de branche qui a été réalisée par le cabinet Amnios. Pour en parler, Julien Nègre, qui est consultant senior et qui s'est occupé en particulier de cette étude de branche. Julien Nègre est-il avec nous? Peut-il monter sur scène? Voilà, bonjour Julien Nègre. Alors, j'attire votre attention sur le fait que votre micro est désactivé. C'est un grand classique des webinaires et des webconférences. Voilà, on va vous entendre, je pense, dans quelques secondes. Alors, d'expérience, il est désactivé sur le clavier. Ah voilà, ça y est, parfait. Bonjour.
Tout va bien. Alors, on a eu un aperçu, quelques premiers mots par Stéphane Clairet, Frédéric Amelot pour la branche de l'étude que vous avez conduite chez Amios pour la branche des prestataires de services. Peut-être déjà des éléments purement factuels, mais quand et comment a été menée cette étude de branche? Alors, cette étude de branche, elle commence un petit peu à dater pour nous. On l'a menée sur 2024. C'est des travaux qui ont duré à peu près un an entre le moment où on a commencé à travailler avec la branche. On a identifié les facteurs d'évolution qui pouvaient les impacter. On a mené des investigations après auprès des entreprises. Ça a été un travail pour voir la manière dont ça les impactait. On l'a fait de manière qualitative à travers des entretiens avec de nombreux professionnels sur la diversité des secteurs d'activité de la branche, parce qu'il y en a, c'est une branche très hétérogène, donc il fallait avoir aussi cette diversité d'entreprises pour qu'on puisse avoir un regard bien large et qui représente cette hétérogénéité. Et puis on a aussi interrogé via une enquête quantitative auprès des structures. On a croisé tout ça pour poser un diagnostic et identifier des pistes d'action à proposer à la branche pour agir sur la thématique. Ouais, on va regarder ça. Alors, j'en profite d'abord pour signaler que l'équipe d'OpcoEP vous propose les liens pointant directement vers l'étude qui est téléchargeable sur le site d'OpcoEP. Et puis, vous avez dit que l'étude date un peu pour vous. Alors, c'est vrai que le travail a été réalisé de février à décembre 2024, donc c'était l'année dernière. La production vient d'arriver et vous êtes un cabinet avec beaucoup d'activités, mais bon, pour nous, c'est tout de même une étude très, très récente. Alors, quels sont les principaux constats qu'on peut tirer de cette étude, c'est-à-dire comment les entreprises de la branche se positionnent aujourd'hui globalement face à ces enjeux? Alors, c'est vrai que c'est assez particulier. On a essayé de regarder un peu comment elles pouvaient s'y prendre. On a à peu près deux grands facteurs qui vont faire qu'elles vont se positionner sur ces enjeux. Des facteurs en lien avec de la contrainte, entre guillemets. Ça veut dire qu'on a des entreprises qui vont y être soumises et par la réglementation. Elle a évolué, notamment pour les plus grandes entreprises, et il y a des enjeux en lien avec la TEE. Et puis, au-delà de ces enjeux réglementaires, on va aussi avoir davantage des entreprises qui vont se positionner. Pareil, les entreprises qui vont travailler notamment avec des grandes structures, parce que leurs clients ont des attentes et qu'elles doivent montrer patte blanche pour accéder au marché et faire tourner leur activité. Elles doivent montrer patte blanche sur la RSE. Et donc sur la TE aussi. Et là, du coup, on a les entreprises qui vont y aller dans un objectif un peu plus commercial. Donc ça, c'est évidemment un premier point. Et puis, les deuxièmes points, on a des structures qui ne vont pas forcément y être soumises de par la réglementation ou leur activité, mais qui vont y aller quand même parce qu'il y a un engagement, que ce soit dirigeants, des dirigeants, de salariés qui ont des appétences sur le sujet, pour se dire, OK, on essaie d'y aller et on commence à formaliser des actions en interne sur la TE. Et sur ces aspects-là, ça se traduit de manière plutôt positive. Je pense sur les aspects de marque employeur, d'attractivité. On va en parler avec les témoignages des entreprises, mais globalement, est-ce que vous constatez des effets positifs? Ah ben, on est, de toute façon, ça peut être que positif, très clairement. Alors c'est vrai que aujourd'hui, nous, on l'a dans la thématique de l'étude, on a circonscrit la transition écologique et énergétique, mais globalement, déjà, ça va s'inscrire souvent dans des approches plus globales, à travers des approches RSE. Donc, on va aussi avoir ce côté responsabilité sociale qui va se lier à cette thématique de l'écologie. Mais évidemment que ça va avoir des effets positifs. On l'a vu pour notamment les plus jeunes générations, mais pas que. Aujourd'hui, quand on veut recruter, quand on veut fidéliser les salariés, avoir son entreprise qui s'engage, qui le montre, qui agit avec des convictions qui peuvent être importantes pour les salariés, les futurs candidats au recrutement, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi, évidemment, pour
pour les futurs marchés, les clients potentiels qui sont souvent très sensibles à ces arguments-là. Très bien, donc là on voit le constat global sur le positionnement au niveau des entreprises de la branche, leur motivation. Peut-être un mot sur le niveau de maturité des réflexions qui sont engagées sur ces thèmes de la transition écologique, énergétique, ou peut-être des conscientisations sur ces enjeux. Aujourd'hui, on a pas mal d'actions qui sont mises en place, mais on voit qu'on a beaucoup de structures. Alors, il y a une diversité parce qu'on va avoir des structures qui ont formalisé des choses, qui sont aussi en interne mis en ordre de marche, qui ont parfois des références sur la RSE. Et des entreprises qui ont mis davantage des actions plus éparses en lien avec le prolongement de leur action en tant que citoyen, bien souvent. Ce qu'on peut faire à la maison, essayer de le transposer dans le lieu d'entreprise. Donc, ça va prendre la forme d'éco-gestes. Ça va prendre la forme aussi on va essayer de revoir un peu sa politique d'achat. On va essayer de revoir la manière dont on gère ses équipements, le recours aux reconditionnés. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement variables, mais on voit que globalement, alors on a beaucoup de petites structures, il y a encore un manque pour elles d'information, de se dire aujourd'hui, j'agis, mais j'ai conscience que je ne suis pas forcément expert, que je ne connais pas encore toutes les potentialités de la thématique et de la manière dont je peux agir au mieux. Et donc, on voit qu'il y a quand même un déficit en termes d'information et une demande de la part des entreprises de se dire, d'avoir une information sur la manière dont demain elles peuvent prolonger leur action sur la thématique. Vous avez cité un certain nombre d'actions qui peuvent être mises en place d'ores et déjà dans les structures, en insistant évidemment, moi j'en ai conscience, de la diversité des situations liées à la typologie des entreprises que rappelait Frédéric Amelot en ouverture. Peut-être un mot, est-ce qu'il y a des enjeux de labellisation, de certification qui sont à l'œuvre? Oui, c'est vrai que c'est un enjeu particulier qui peut être très important, vraiment très important. Je vous le disais tout à l'heure, on a parfois, de la part des entreprises, des clients qui vont avoir des exigences particulières. Et pour avoir accès au marché proposé par les clients, on va devoir rentrer dans des démarches parfois de labellisation pour montrer patte blanche et montrer son action et la structuration de cette action par rapport à des clients qui peuvent être très exigeants et pour lesquels ce critère-là va être un critère majeur pour référencer des prestataires potentiels. Donc, ouais, pardon, oui. allez-y, je vous en prie, je vous en prie. Non, en tout cas, ces démarches de labellisation, on a eu certaines entreprises interrogées qui y sont rentrées pleinement. C'est quelque chose qui est parfois pointu, chronophage, qui nécessite d'y voir un peu clair aussi sur la manière dont on peut y répondre et s'appuyer sur des entreprises qui ont pu faire et rentrer dans ce type de démarche-là, parce que c'est parfois un peu contraignant et complexe. Oui, nous aurons là, dans la suite du webinaire, des témoignages d'entreprises qui vont confirmer vos dires, hein, qui sont engagés ou qui s'engagent dans des logiques de labellisation, de certification, en lien en particulier avec les donneurs d'ordre, et cela effectivement confirme votre constat. Une dernière question, si vous le permettez, parce que quand on parle de transition écologique et énergétique, finalement, on a des enjeux qui sont immenses, il y a une conscientisation, bien évidemment, mais pour les entreprises, je pense en particulier aux plus petites, aux TPE, aux PME, il est parfois difficile de se positionner, de se dire comment je vais, moi, à mon échelle, mettre en place des actions, ou pour dire les choses autrement, par quel bout je vais prendre le sujet, comment je vais commencer. Alors, est-ce que votre étude a permis de formuler des recommandations pour démarrer ou pour consolider aussi les démarches de transition écologique et énergétique ? Oui, alors on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a déjà un enjeu d'information, parce que souvent c'est ce qui peut manquer. C'est aujourd'hui,
déjà pouvoir savoir un peu où je me situe et savoir les potentialités, le champ des possibles. On a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont commencé à mettre des choses en place, mais qui veulent en savoir plus. Et là, derrière, c'est l'information qui va permettre d'identifier ce champ des possibles et identifier des leviers d'action qu'on n'avait pas forcément imaginés, que d'autres ont mis en place. C'est pour ça que ce genre de webinaire aussi est important. Ça permet de s'inspirer, de voir ce qui peut être mis en place par d'autres et guider l'action. Après, derrière, on en a parlé aussi tout à l'heure, il y a aujourd'hui, et l'OPCO-EP est en train de le faire, le développement d'une offre de service, notamment en direction des plus petites structures, pour essayer de poser un diagnostic et avoir un conseil qui soit individualisé, personnalisé, pour essayer d'aller plus loin sur la thématique. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose de relativement intéressant à mobiliser pour des structures qui souhaitent agir en la matière. Oui, effectivement, en appui de vos propos, on voit dans l'onglet de conversation les quelques ressources proposées et services proposés par OPCO-EP, avec évidemment l'offre de formation, un nouveau catalogue de formation sélection. On a le lien qui y pointe, et puis le pré-diagnostic, puisqu'on est toujours un peu à la limite, hein, Julien Nègre. Il y a l'information, il y a la formation, il y a la capacité à se positionner. Et effectivement, l'OPCO a les outils à disposition. On va en parler après, à la fin des témoignages d'entreprise. Je vous remercie beaucoup, Julien Nègre, pour cette intervention. Je rappelle au public que vous avez la possibilité à tout moment de poser des questions à nos intervenants. Je me ferai vraiment un plaisir de les relayer pour qu'on y apporte une réponse. Passons, si vous le voulez bien, à une séquence de témoignages d'entreprise pour être vraiment sur le concret, voir vraiment concrètement comment les choses se mettent en place au sein des structures lorsqu'il s'agit de relever ces enjeux, ces défis de transition écologique et énergétique. Alors, pour en parler, 3 entreprises sont présentes avec nous. En l'occurrence avec Rachid Morouge, qui est directeur général d'Optimark, qui est accompagné d'Alexa Jouvencel, qui est référente RSE d'Optimark, Tiffaine Trouessard, qui est responsable RSE chez Armatis, Fanny Desplat, qui est Customer Service and Sustainability Manager chez Marvesting. J'espère que vous appréciez l'effort au niveau de l'accent, chère Fanny Desplat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que tout le monde est là? Non, il nous manque peut-être Tiffaine Trouessard, mais elle va nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Peut-être déjà, on va prendre un petit temps pour vous connaître, pour comprendre votre positionnement et vos structures respectives. Rachid Morouge, je vous passe la parole. Optimark, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une filiale du groupe Aura, mais quel est votre positionnement? Alors, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Ah ben super, très bien, merci beaucoup. Donc, désolé, au niveau de la connexion, il est possible qu'il y ait quelques coupures. Je suis à l'étranger, mais je tenais absolument, effectivement, à être parmi vous et avoir ce privilège de pouvoir témoigner sur ces enjeux effectivement importants. Donc, le groupe, enfin Optimark fait partie du groupe Aura. Et Aura, c'est 10 sociétés aujourd'hui positionnées sur l'externalisation commerciale, tant sur l'ensemble des métiers de l'animation commerciale, du merchandising, du retail média et aussi des forces de vente supplétives. C'est un peu plus de 900 ETP aujourd'hui en France, c'est 7 sites en France, c'est aussi côté océan Indien, puisqu'on est positionné à Mayotte, Réunion, Pays-Bas et Belgique. Voilà, donc on a un modèle particulier, en tout cas dans la profession, puisqu'on est un modèle basé sur une entreprise familiale. Donc voilà, ce sont 2 frères qui ont pris le relais donc, de leurs parents pour construire cette société, reprendre cette société et construire un groupe qu'on appelle aujourd'hui Aura Group. Voilà un peu pour notre parcours et nos explications. Oui, entreprise familiale, généralement, ça signifie un certain nombre de valeurs qui font écho aux enjeux RSE globalement et plus particulièrement transition écologique et énergétique. On va en reparler plus en détail. Peut-être un mot sur les motivations, les raisons de votre engagement en faveur de la transition écologique. On en a soulevé un certain nombre avec Julien Nègre tout à l'heure, en particulier les questions de contraintes réglementaires, mais il y a aussi des évolutions tout simplement qui sont à faire au niveau du marché, au niveau de la concurrence pour être proactif, je dirais, anticiper. Est-ce que c'est le cas chez vous?
Oui, complètement. Et puis, c'est surtout d'abord et avant tout une conscientisation des dirigeants autour de ces enjeux de transition écologique et énergétique. Euh, euh, c'est une prise en main de ces sujets auprès du COMEX qui va faire ruisseler à l'ensemble des filiales ces enjeux. On ne peut pas passer à côté aujourd'hui de cette situation. Le groupe a souhaité même anticiper sur certains sujets, puisqu'il y a une directive européenne CSRD effectivement votée il n'y a pas si longtemps. On n'était pas obligés, nous, de le faire depuis, de par notre taille d'entreprise, mais c'est un enjeu qu'on a voulu prendre au sein du COMEX avant et l'anticiper. On avait encore 3 ans, mais on s'est dit, bien, tant qu'à faire, eh bien, autant commencer à rédiger et se mettre tout de suite dans ce mouvement qui est pris en compte, pas seulement au niveau du territoire français, européen, mondial. Et on a aujourd'hui la possibilité, de nous, de poser notre rapport CSRD bien avant. Et quelque part, avec les industriels avec lesquels on travaille et les partenariats, on ne voit pas comment aujourd'hui on peut passer à côté de ces enjeux. Et puis, quelque part, aussi au niveau business économique, c'est important qu'aujourd'hui, on puisse répondre aux appels d'offres. Et dans les appels d'offres, aujourd'hui, il y a une condition, il y a des choses très particulières sur ces sujets sur lesquels on doit montrer patte blanche. Eh bien, montrer patte blanche, ce n'est pas seulement du marketing, ce n'est pas seulement de la vente, mais c'est aussi une conscientisation, mais aussi à avoir des gages de sécurité pour ces industriels, de travailler avec des entreprises qui répondent à ces exigences. Je crois que sur les aspects je parlais d'attitude proactive concernant les questions de transition écologique, le groupe Aura qui est récent, hein, c'est une création assez récente, mais s'appuie aussi sur des stratégies de labellisation, hein, c'est ça, depuis déjà plusieurs années. Oui, exactement. Le groupe Aura s'est construit effectivement est très jeune puisque c'est 2021 hein, où on fait donc justement la totalité de l'ensemble aujourd'hui des 10 sociétés puisqu'Optimark a rejoint donc dans ces années-là. Et oui, ces labels sont importants. Aujourd'hui, le groupe Aura s'est mis dans une position de labellisation EcoVadis. On est fiers et aussi de pouvoir porter ça au niveau de la profession, d'être EcoVadis Platinum. C'est un travail. C'est une conscientisation. Ce n'est pas le fait d'avoir l'EcoVadis Platinum qui est important. C'est de le garder et de respecter effectivement tout ce qui a été mis en œuvre pour atteindre ce label et de faire rayonner la profession autour de ça et pas seulement le groupe. Et avoir au sein de la profession et membre du SORAP et membre du bureau cette labellisation, c'est une fierté pour l'ensemble de la profession. Donc ça, c'est important pour nous, mais aussi pour montrer à l'ensemble des industriels qui travaillent avec nous ou d'autres qu'il y a une vraie conscientisation, pas seulement au niveau société, mais aussi au niveau de la profession. Merci beaucoup, Rachid Morouche. Passons la parole à Tiffaine Trouessard, qui représente la société Armatiste, spécialiste de la relation client. C'est comme ça qu'on peut vous définir, Tiffaine Trouessard. Peut-être quelques données sur l'entreprise. Oui, tout à fait. Effectivement, on parle de relations clients et un peu moins de centre d'appel, même si c'est comme ça qu'on est souvent reconnu, puisqu'on va gérer pour des grands ou moyens donneurs d'ordre la gestion de leur relation clientèle, quel que soit le média. Donc le téléphone reste encore très présent, mais il y a d'autres médias qu'on va venir gérer dans cette relation clientèle. Donc on est un groupe français, historiquement, avec encore une très, très forte présence en France, puisqu'on a 11 sites et donc en nombre de positions, on est l'acteur le plus présent en France. Et puis, depuis quelques années, enfin un petit peu de temps maintenant, on a aussi des implantations à l'étranger, principalement en Europe avec le Portugal et la Pologne, mais aussi en Tunisie et prochainement à Madagascar. D'accord. Alors, Donc oui, allez-y, pardon, je vous ai à peu près 9 interrompu. 000 collaborateurs, donc 5 Oui, 000 en important France. de le préciser, oui. Voilà, et plus d'une trentaine, presque 40 maintenant, années d'existence. D'accord. Quelles sont les motivations qui vous conduisent à investir ce champ de la transition écologique et énergétique? On va parler des actions, bien évidemment, un peu plus tard, mais pour comprendre la logique dans laquelle elles s'inscrivent, quelles sont les raisons de votre positionnement?
Alors, elle s'inscrit dans notre démarche RSE historique, avec là aussi, comme Rachid, une démarche qui est labellisée. Alors, on est à la fois sur EcoVadis Gold et sur le label engagé RSE, donc sur une base ISO 26000 exemplaire. Alors, c'est vrai que notre métier et notre structuration faisait que traditionnellement et historiquement, c'est plutôt les enjeux humains qui nous animent. Toutefois, depuis quelques années, au travers des attentes des évaluateurs, des attentes là aussi des clients et surtout des grands groupes, parce qu'on a quand même beaucoup de grands groupes dans nos clients, en tous les cas qui occupent la plupart de nos effectifs. Un peu aussi les attentes des collaborateurs, un peu aussi la réglementation et l'anticipation de cette réglementation comme la CSRD. Depuis 5 ans, ça monte vraiment en flèche et c'est pour répondre à ces différentes attentes-là et ces différents besoins qu'on s'est beaucoup plus engagé sur ce sujet, je dirais environnemental de manière globale et TE précisément au cours de ces dernières années. Donc c'est un Ouais, petit donc, cocktail, un alignement des planètes, quoi. ouais, c'est ça, un petit cocktail, des Mmh. motivations diverses, mais si je comprends bien, depuis allez, 5 ans, on passe presque à une obligation de faire, hein. Tout de même, il y a une Presque. dynamique assez, voilà, assez nette. Fanny Desplat, peut-être un mot sur Marvesting, spécialiste des stratégies omnicanal, je crois, pour l'expérience client, mais pas Oui, seulement. c'est ça, tout à fait. On est leader en France de la mise en place des stratégies omnicanal et d'activation de marque, du point de vente, au digital. Marvesting, c'est aussi une présence dans 9 pays avec 21 filiales, à peu près, 2 500 ETP, soit, 4 000 salariés. Donc, aujourd'hui, on a des forces un peu partout, en Europe. Alors, même question que pour les précédents intervenants. Quelles sont les raisons qui vous font investir ces enjeux de la transition écologique et énergétique? Alors les raisons, elles sont plusieurs. Le contexte déjà, c'est qu'on a une direction qui est, très volontaire sur, tous ces sujets et qui souhaite ancrer, des pratiques TE dans le quotidien. On est, consciente en fait de l'impact qu'on a, sur l'environnement, de par notre activité. On va pas se mentir, on a une flotte de véhicules de à peu près 2 000 véhicules, donc c'est conséquent. On sait qu'on a, des obligations, très importantes, et réglementaires avec des taxes de verdissement. On n'a pas le choix, on est obligé d'avoir des actions concrètes sur ces sujets. De par aussi des actions, enfin des obligations réglementaires, du fait de la taille de l'entreprise, notamment, l'obligation de faire un bilan carbone, de publier les résultats et comme on en parlait tout à l'heure avec, des réglementations CSRD, donc on ne peut pas y échapper. On a aussi, une image de marque et une attractivité, comment dirais-je? À mettre en place. Les candidats aujourd'hui sont de plus en plus attentifs aux engagements de l'entreprise et ils nous choisissent pour ces raisons. Et comme le disaient tout à l'heure, mes confrères, on a, une très, très forte attente de la part de nos clients. On parle de montrer patte blanche, mais ça va vraiment au-delà de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on participe à un appel d'offres, la partie, RSE, prend le pas sur la partie, finance. Enfin, les questions sont de plus en plus importantes, dans tout ce que les clients nous demandent. Voilà, Ouais, depuis j'entends quelques années, c'est ouais, très j'entends de ce prépondérant. premier tour de table que finalement on a plus trop le choix. Il n'est plus question Oh, d'hésiter à s'engager dans la transition écologique énergétique. C'est devenu une évidence mmh. et pas pour une seule raison. Finalement, on a des motivations diverses, mais Fanny Desplat, vous venez de le souligner. L'idée, c'est pas seulement d'y réfléchir, mais de mettre en place des actions très concrètes, d'aller sur d'investir ces sujets pleinement. Je vous propose maintenant de regarder d'un peu plus près ce que vous faites dans vos structures respectives. Je vais commencer par vous, Rachid Morouche. Concrètement, vous avez Oui. esquissé un certain nombre de pistes tout à l'heure, mais concrètement, quelles sont les actions qui ont été décidées au niveau de votre entreprise? Oui, effectivement, on va rentrer dans le détail de ce qui a été fait. Tout à l'heure, je parlais de la CSRD. C'est un travail qui a été fait pendant 2 ans avec des consultations des parties prenantes. C'est une publication qui est dès cette année sur un plan de durabilité
et qui a donné lieu même d'ailleurs au RSE, à la politique de RSE. Tout ça, ça nous nourrit pour pouvoir avancer. C'est un travail de longue haleine. On a créé un poste aussi spécifique et une référente RSE qui est parmi nous, Alexa, et c'est important. Je lui laisserai la parole après, parce que qui de mieux qu'Alexa pour parler effectivement de l'engagement et pour les raisons pour lesquelles elle nous a rejoints, parce que ça aussi, on n'en parle pas. On parle des clients, mais on parle aussi de l'attractivité de notre entreprise vis-à-vis aussi de candidats. Et on pourrait effectivement détailler aussi ce point-là, mais avoir Alexa dans ses équipes, c'est effectivement d'avoir une prise de décision du comité exécutif, d'avoir une personne référente qui va donner les orientations, qui va suivre, qui va derrière découler sur 10 sociétés, parce que c'est ça aussi la difficulté, c'est d'avoir 10 sociétés qui soient alignées sur nos décisions, et effectivement, et ce rapport CSRD. Mais je laisse la parole plutôt à Alexa pour en parler. Je ne vais pas vous prendre votre poste, Cyril, loin de là, mais si vous me permettez. Ceci dit, vous le faites très bien. On va passer effectivement la parole à Alexa Gonçalves, et j'en profite pour dire, Alexa, que vous avez été recruté en alternance pour mettre en place tous ces travaux, ces actions. L'alternance, c'est pas l'équipe d'OpcoEP qui me contradira, mais c'est clairement un levier en termes de compétences à acquérir dans les organisations, dans les entreprises, pour investir le champ de la transition écologique et énergétique. Mais j'en ai déjà trop dit. Allez-y, peut-être un mot de présentation puis des actions que vous mettez en place. Oui, merci. Oui, donc en effet, j'ai rejoint Aura Group il y a 1 an. Et donc, c'est un changement de carrière professionnelle complet, puisque j'étais commerciale dans un autre secteur d'activité. J'ai décidé de reprendre des études pour travailler vraiment sur tout ce qui est transition écologique et énergétique. Et donc, c'est vrai que le groupe Aura a vraiment beaucoup de sujets qui ont été lancés même avant mon arrivée. La CSRD, comme vous avez entendu, ça fait quand même déjà plus de 2 ans qu'on y travaille. Et donc, toute cette politique RSE, la CSRD, EcoVadis, ça nous a permis de mettre en place beaucoup d'actions pour le groupe. Donc, on travaille tous les ans sur un bilan carbone pour déjà mesurer notre empreinte écologique, carbone, pardon. Et du coup, savoir vraiment les postes d'émissions sur lesquels on a le plus d'impact, comme le disait Fanny. En effet, nous avons une grosse flotte de véhicules, donc le transport et tout ce qui est logistique également, ce sont des gros postes chez nous. Donc, de ce bilan carbone, on a pu derrière mettre en place un plan de décarbonation que l'on met à jour tous les ans, justement pour vraiment travailler sur les sujets sur lesquels on a besoin de s'améliorer. On a aussi beaucoup de sujets de sensibilisation chez Aura. Donc, tous les mois, on a une sensibilisation différente de nos équipes pour que chacun intègre dans leur quotidien des gestes d'éco-responsabilité. Donc, travailler sur l'usage minimal du numérique, du papier, faire attention aux économies d'énergie que l'on peut faire. Et ça, c'est vraiment important et ça doit être diffusé au niveau de l'ensemble des équipes. On a travaillé pas mal aussi sur tout ce qui est nouvelles pratiques au sein de nos métiers, avec l'optimisation des trajets, des tournées de nos collaborateurs, afin de les rendre les plus efficientes possibles et donc les plus économiques en carbone. Et également sur des possibilités de mutualisation entre des clients d'un même secteur pour justement gérer ces tournées au mieux. Et enfin, on a tout un volet sur aussi tous les équipements de nos sites. Donc, on a installé des systèmes de filtration d'eau pour que l'ensemble des sites disposent d'une eau vraiment la plus pure possible, pour éviter tout ce qui est bouteilles d'eau et fontaines à eau qui sont de toute façon des choses qui vont nous permettre d'être un peu plus green. Et également, un vrai sujet pour nous, ça a été d'équiper le toit d'un de nos bâtiments de panneaux photovoltaïques, qui nous permet justement aujourd'hui de compenser nos émissions par rapport, grâce à ces panneaux qui sont installés et qui produisent avec le beau temps beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est un résumé rapide de tout ce qu'on a pu mettre en place, et tout ça, c'est suivi évidemment par des KPI tous les trimestres par le COMEX, et ça vient alimenter justement tout ce que l'on fait, et il nous a permis d'avoir aussi une certification Platinum EcoVadis grâce à tout ce qu'on a pu mettre en place et les résultats qu'on a obtenus d'année en année.
Oui, merci beaucoup pour cette présentation, ce qui nous permet de voir que derrière l'objectif de réduction de l'empreinte carbone, on a tous ces leviers de sensibilisation, transformation des métiers. Donc, ça passe aussi peut-être par des montées en compétences. Je vais vous passer la parole de nouveau, Rachid Morouche, pour parler des efforts de labellisation et de certification. Je vous passe la parole et j'en profite pour vous poser une question d'un des internautes qui nous dit, on parle peut-être abusivement tout à l'heure, c'est Oui. certainement de ma faute, de label pour EcoVadis, c'est plus une Non. certification, hein, on est bien d'accord. Hein. Exact. J'avais lu effectivement ce que Philippe Martin avait noté, c'est une certification, hein, c'est-à-dire qu'on met, nous, effectivement, l'ensemble des choses qu'on peut mettre en place sur cette transition donc, énergétique et écologique d'une certification EcoVadis Platinum. Et cette certification, effectivement, elle a plusieurs degrés. Hein. On a du bronze, on a or, on a platinium qui viennent se mettre justement et qui définissent un petit peu le degré, en tout cas, de travaux qui ont pu être mis en place là-dessus. Et c'est un travail, ce que je disais, effectivement, de longue haleine. Quand on a effectivement cette note de 86 sur 100 qui nous met dans une position assez haute, c'est une pression supplémentaire, en fait. Hein. Ce n'est pas une victoire. On n'est pas en train de se dire « Ah, super, on fait un tour de stade, on a gagné. » Non, au contraire, je pense que c'est là où ça démarre, in fine. Lorsque vous avez cette certification, vous vous mettez déjà d'abord dans une situation de construction pour l'atteindre, et l'atteindre n'est pas une finalité. Au final, c'est là où tout débute et tout démarre. C'est qu'une fois qu'on a cette certification, et mes confrères ne me contrediront pas, et ma voisine non plus, c'est que lorsqu'on l'a, ça nous met, une pression supplémentaire. Pour garder ça, on remet en cause et on se bat pour, la conserver, mais comment on met en place sur 10 sociétés, et mes confrères, pareil, raisonnent même sur des territoires beaucoup plus vastes que nous, avec des problématiques aussi autres sur d'autres territoires que la France. Et c'est pour ça, moi, dans ce témoignage, c'est important que je le mette avec force, de dire, OK, c'est très bien, mais c'est que le début d'une histoire et le début d'une prise de conscience de ce qui se passe autour de nous. Alors justement, passons la parole à Tiffaine Trouessard, parce que vous également êtes positionné sur la certification EcoVadis, également sur de la norme ISO, je crois. Où en êtes-vous des actions entreprises chez Armatis? Alors, sur les certifications, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être partagé. Hein. C'est une vraie pression de les garder, parce qu'en plus, pour être sur EcoVadis, les modes de communication, si vous chutez d'un cran, font que vos clients sont pratiquement au courant avant vous. Donc ça met une bonne pression. Mais effectivement, après ça engage beaucoup à l'action pour le maintien, mais pas que ça. On ne fait pas que pour les évaluations ou les certifications. C'est très important, mais bon, il y a bien d'autres raisons qui ont déjà été évoquées. Alors où est-ce qu'on en est nous? Je dirais que historiquement, on a déjà commencé par de la bonne gestion des consommations. Alors chez nous, par exemple, c'est l'électricité ou autre énergie suivant les pays, type gaz, mais on essaye de s'en sortir pour des raisons de décarbonation justement. Mais aussi tous les consommables, et cetera, qui ont donné lieu à un reporting le plus fin possible pour justement savoir où on en est et sur quel site éventuellement on a besoin de pousser des réflexions, notamment avec nos bailleurs. Parce que nous, on a la particularité, entre guillemets, de n'être propriétaire d'aucun local. Donc, ça demande une gymnastique un petit peu particulière de choix de bâtiments et d'échanges avec nos bailleurs pour aller attraper ces trajectoires TE. Donc déjà, un bon pilotage de la donnée pour se faire aussi en matière d'énergie. On s'est adjoint les services d'une plateforme d'énergéticiens pour surveiller de manière plus fine les consommations d'énergie. En l'occurrence, c'est la plateforme Citron, mais je pense qu'il en existe d'autres. Donc, ça nous donne un pilotage encore plus fin. Et puis, ensuite, on a mis des actions complémentaires qui sont liées plutôt à notre rôle d'employeur assez important. Finalement, nous, on n'a pas de
de gestion de matières premières, mis à part un peu de papier, mais voilà, ni d'aval. Mais par contre, comme on est des gros employeurs, on génère, par exemple, des consommables type, canettes, bouteilles plastiques et cetera. Et donc on a mis en place, tout un processus de tri avec un partenaire, du secteur, adapté de l'insertion. Et puis ce qui nous a occupé ces 2 dernières années, là ça a été vraiment un gros step, c'est la mise en place d'un bilan carbone complet, tout scope, tout pays. Donc on est allé fort dès le départ, pour, justement, parce qu'on gérait des BGES, à l'aune de nos filiales. Là, c'est vraiment un bilan carbone, encore une fois, extrêmement complet et tout pays. Là, vraiment actuellement, encore cette semaine, j'espère qu'on va clôturer cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur le site et c'est très complexe. Mais on est en train de déposer, donc on a mis en place un plan de décarbonation et on est en train de déposer nos trajectoires au SBTi, qui est une organisation, qui va venir valider que nos trajectoires de décarbonation sont conformes aux accords de Paris. Donc ça nous a vraiment beaucoup occupé ces 2 dernières années, et par ailleurs, bien sûr, on a aussi, puisqu'on a musclé beaucoup notre démarche, ces 2 dernières années, on a aussi musclé beaucoup notre communication interne principalement, externe aussi bien sûr, parce qu'on est sollicité encore une fois par nos clients sur le sujet, mais beaucoup aussi vis-à-vis de l'interne pour les embarquer, sur, ces nouveaux sujets dont on parlait très peu finalement à l'interne. À Ouais, alors l'interne et aux on va en candidats. parler, hein. On va en parler après de la manière d'embarquer les équipes, hein, de les mobiliser sur ces sujets. Fanny Desplat, chez Marvesting, comment sont menées les actions? Je crois que tout ça s'inscrit dans le cadre d'un plan RSE historique. Oui, tout à fait, parce que nous, on a une démarche RSE qui est structurée depuis, 2016. Donc on était, un peu, précurseurs sur tous ces sujets. Le point important évidemment, c'est qu'on réalise un bilan carbone, tous les 2 ans sur nos 3 scopes, avec, des vrais objectifs derrière de réduction de nos gaz à effet de serre qui sont fixés. Le bilan carbone est réalisé bien évidemment, sur, toutes les filiales. Tout à l'heure, on parlait de l'homogénéité des pratiques et ça, c'est, vraiment une action, très, importante. Nous, en tout cas chez nous, chez Marvesting, c'est d'avoir des pratiques qui sont homogènes dans toutes les filiales, donc dans tous les pays, en tenant compte des spécificités, des réglementations des pays. Donc c'est assez complexe à gérer. Mais en tout cas, bon, on s'est fixé des objectifs, d'électrification de la flotte auto, par exemple, de formation à l'éco-conduite, des nouvelles cartes policy comprenant, des véhicules hybrides et électriques. On investit aussi dans, l'achat de matériel reconditionné. On répare quand c'est possible. On a un service IT, interne qui, fait de la réparation du matériel. Dans les locaux, en tout cas, on a mis en place, des poubelles, 5 flux, des fontaines à eau. Enfin voilà, on fait tout ce qui est possible pour faire, pour faire les choses correctement. Et je rajouterais juste que, par rapport à la certification EcoVadis, on en a un peu parlé. Donc nous, on est EcoVadis Platinum depuis, 2021. On va renouveler en 2024. Et comme disait Rachid, c'est une pression énorme, de la maintenir cette certification, surtout quand on onboard de nouvelles filiales et de faire en sorte que tout le monde ait le même niveau de maturité sur tous ces sujets. Mais en tout cas, la certification EcoVadis, elle est hyper aidante, car il y a tellement de KPIs, qui aident à structurer en fait la roadmap RSE que finalement, petit à petit, on arrive à maintenir, tous ces objectifs en fait. Voilà. Du côté des équipes, j'en parlais, enfin, Tiffaine Trouessard nous parlait de cet enjeu d'embarquer les équipes dans la démarche. Qu'en est-il chez vous, Fanny Desplat? C'est compliqué de les mobiliser? Est-ce que ça nécessite un accompagnement au niveau des compétences? Alors, je vais parler pour la France. C'est compliqué de les embarquer, oui et non. De par notre activité, ce sont des gens sur le terrain qui sont quand même très occupés, mais hem
Ils sont quand même assez, demandeurs de tous ces sujets. Là, récemment, on a organisé un World Cleanup Day, par exemple, et on a réussi à mobiliser des gens pour aller sur la pause déjeuner, ramasser les déchets, dans la ville de Clichy et enfin voilà, ces petites, opérations en local, prennent beaucoup. On essaye aussi, de faire, des webinaires de temps en temps sur des sujets en fonction des temps forts, de la RSE et ça fonctionne, bien, en effet. Voilà, Tiffaine c'est Pressard, vraiment je vous ai interrompu sur le sujet, mais alors chez Aramatis, ça se passe un peu comme vient de nous dire Fanny Desplat. Ils sont demandeurs. En fait, on peut s'appuyer sur les équipes ou il faut les convaincre? Alors, on peut s'appuyer sur les équipes, ils sont demandeurs. Nous, on a effectivement, mais comme, des difficultés à sortir, les personnes de la production sur des temps longs. Donc il faut être inventif et multiplier les formats. Et puis parfois, il faut convaincre, parce qu'il y a des sujets, qui sont plus, irritants, qui demandent un vrai petit effort. Typiquement, quand on a mis, en place, le tri sélectif sur nos sites, la démarche a été de supprimer les poubelles individuelles et ça a donné lieu à quelques semaines de crispation. Mais il faut pas, lâcher parce que au final, en quelques semaines, ça a beaucoup changé et là où c'était un vrai irritant, hein, qui nous a été remonté, au départ, c'est plus vraiment un sujet et d'ailleurs le tri, la qualité du tri s'est beaucoup, améliorée et ça au prix, bah, un peu d'ambassadeurs du sujet, en local, qui ont rappelé, qui ont fait de la pédagogie, et qui ont communiqué les résultats avec, nous on joue beaucoup sur les équivalents, et ça grâce à notre partenaire, c'est-à-dire qu'on est capable de communiquer bah, bravo, vous avez recyclé tant de gobelets et ça équivaut à X douches, X trajets en train et aussi, parce qu'il y a un partenariat humain, X temps de travail pour des personnes qui sont en insertion ou en emploi adapté. Voilà, mais alors pour nous, en tous les cas, c'est vraiment multiplier les formats avec des formats courts qui sont accessibles rapidement pour les personnes avec des petits sujets comme ça, mais répétés. Et puis des formats plus longs où on va pouvoir animer effectivement des webinaires sur les résultats du bilan carbone ou carrément animer des fresques du climat en interne. On a donné la possibilité aux gens qui le souhaitaient et à des personnes ciblées parce qu'elles sont impactantes, de s'ouvrir, sur le sujet de la transition, climatique et donc on a fait le tour de nos sites, et on a fresqué, puisque ce sont des fresqués maintenant à peu près, 250 personnes à peu près. Ouais, alors le sujet de la fresque du climat va me permettre de passer la parole à Optimarc. Même question, comment vous embarquez les équipes dans la démarche? On est sur de la sensibilisation, de la formation, et puis vous pouvez vous appuyer sur leur envie. J'ai Qui l'impression veut que répondre? Alexis Complètement. commencer je peut-être. En effet, alors on a essayé de mettre en place, enfin on a essayé, non, on a mis en place un réseau d'ambassadeurs qualité en fait au sein du groupe. Ces personnes sont sur chacun des sites, dans chacune des sociétés et ont différents rôles. Ce sont des personnes qui vont justement pouvoir redescendre toute la politique RSE, tous les engagements, les enjeux que l'on prend en compte au niveau de chaque site. Animer aussi, selon les temps forts du calendrier RSE, on va dire des petites sensibilisations, des petits sondages pour essayer de sensibiliser toutes les personnes de chaque site sur ces sujets. Ils vont aussi nous remonter les attentes de chaque site, puisque des personnes nous proposent des fois justement des initiatives autour de la RSE pour motiver les équipes et créer peut-être des fois des challenges justement entre les différentes agences. Et on leur met à disposition du coup des petits kits d'animation pour que tous les mois, il y ait un sujet RSE qui soit communiqué au sein sur chaque site en fait. Et sur la partie montée en compétences, le recours à la fresque du climat a été évoqué. C'est également un levier chez vous, Alexa Oui, Jouvencel? donc je suis fresqueuse, donc en effet, j'ai pu proposer cette démarche au sein sur les différents sites. Donc c'est vrai que c'est une démarche qui prend du temps puisque le nombre de personnes est limité sur chaque intervention. Donc on le déploie petit à petit et on sollicite des personnes qui sont bénévoles pour y participer, intéressées par le sujet. Et au fur et à mesure,
le sujet s'étend et de plus en plus de personnes se sont inscrites pour les sessions à venir. Donc, c'est quelque chose de très positif qui a un impact direct en fait sur les gens, puisque c'est quand même assez compréhensible et on est de suite sensibilisé par tous ces sujets de la transition écologique et énergétique. Ouais, alors impact direct, je vous propose de faire un dernier tour de table très rapide, mais pour mesurer, si on peut dire, en tout cas voir s'il y a des effets constatés en termes d'attractivité, de marque employeur, de facilitation pour les recrutements. Rachid Mourouche, vous, toutes ces actions transition écologique énergétique, on les a perçues sous un angle plutôt business jusqu'à présent, mais est-ce qu'il y a des répercussions sur l'image de l'entreprise et l'attractivité pour les nouvelles recrues? C'est indéniable. On vit dans une société où il y a une prise de conscience et aujourd'hui, les candidats ne réagissent plus comme avant. Ils réagissent sur l'intérêt effectivement pour l'entreprise, mais d'une façon beaucoup plus large. Et les aspects effectivement environnementaux, sociétaux, tout ça, ça rentre en compte. Et questions là-dessus. Il n'y a pas que des questions sur le télétravail, il y a aussi des questions sur quels sont aujourd'hui vos engagements autour de ces sujets. Parce que l'électrification, tout à l'heure, j'en parlais, mais tout le monde n'a pas la possibilité de charger son véhicule chez lui. C'est des questions qui sont posées, comment eux vont se positionner, mais à la fois, ils ne sont pas contre et voire même regardants. Donc, on est effectivement challengé là-dessus. Et le choix d'un candidat peut maintenant, j'en suis maintenant persuadé, être porté sur aussi nos engagements sur l'environnement, l'écologie et les sujets sociétaux. Oui, tout à fait. Tiffaine Trouessart, c'est un constat que vous partagez? Oui, d'ailleurs, on a complètement cette année mis en ligne un nouveau site carrière qui qui est destiné à nos offres d'emploi et nos candidats, qui est très très orienté, alors pas que TE, mais RSE en général, avec tous les dispositifs et effectivement. Là, on aurait pu se dire, traitons que des sujets humains qui vont toucher nos candidats. La part liée à nos actions en matière environnementale est très bien mise en avant. Et alors, on a du mal à le documenter en termes de KPI, mais en tous les cas, nos recruteurs nous font part effectivement de l'intérêt des candidats sur le sujet. Ouais, c'est un vrai enjeu. Fanny Desplat, vous convergez avec le constat posé, un à intérêt 100%. particulier sur le social, sociétal? Oui, je rejoins mes confrères. La RSE, en général, les candidats sont très, très en attente de savoir tout ce qu'on fait, en fait. Pas que sur la transition écologique et énergétique, mais vraiment sur tous les aspects de la RSE. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Fanny Desplat, Tiffaine Trouessart, Alexa Jouvencel et Rachid Mourouche. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je vous propose on va passer à la conclusion de ce webinaire. Conclusion importante parce qu'elle va être faite par l'OPCOEP qui vont vous donner un certain nombre de clés et d'outils pour vous engager ou pour poursuivre les engagements, mais de manière efficiente. Juste avant, peut-être un dernier petit sondage, si vous le permettez, concernant ces enjeux de transition écologique. Est-ce qu'on lance ce sondage? Voilà, vous voyez la question s'afficher. Alors, il y a une question piège, évidemment. Enfin, elles sont toutes pièges. Est-ce que vous seriez intéressé par un diagnostic rapide, réflexe TE? Les réflexes TE, Headflex, on va en parler. On a des liens qui ont été mis sur l'onglet de chat, je crois, par l'équipe. Alors, je disais question piège parce qu'évidemment, vous êtes intéressé, j'en doute pas, par tout ce qui est proposé par l'OPCOEP, en particulier l'accompagnement, mais ça, c'est peut-être même la question vraiment piège d'accompagnement, parce que c'est finalement quelque chose que vous avez au quotidien. J'ai sur scène avec moi Karine Brunel et Nicolas Borsarello. Karine Brunel, bonjour, vous êtes responsable du service formation professionnelle continue alternance au COEP. Nicolas Borsarello, bonjour, vous êtes responsable coordination interservice d'OPCOEP. Nicolas Borsarello, je commence avec vous peut-être. Oui. Tous ces témoignages d'entreprise, témoignages riches, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais qu'on vient d'entendre, montrent qu'on a une prise en main qu'on peut qualifier de volontariste sur ces sujets pour la branche des prestataires de services. Comment envisagez-vous la suite du travail qui a été effectué, ce travail d'analyse
avec des préconisations, d'actions, des pistes envisagées, tout cela au service de la branche. Quelle suite à donner? Oui, bonjour à tous. Alors notre volonté qui est initiée par la branche, c'est de produire et de mettre à disposition un nouveau train d'outils à destination des entreprises, avec la volonté que ces outils soient le plus opérationnels et le plus concret possible. Néanmoins, avec en toile de fond, on a deux défis majeurs. Le premier, c'est qu'on a une branche qui est composée de 8 grandes activités, alors qui ont été listées ou sinon qui figurent dans le préambule de la convention collective. On a des forces de vente, centres d'appel, domiciliation, recouvrement. Je vais pas tous les citer. Donc, il faut pouvoir répondre à des activités, des sous-secteurs qui ont des enjeux très différents. Et puis, le deuxième grand défi, c'est que la branche est constituée d'entreprises de toute taille. Je rappelle que 80% des entreprises de la branche sont des TPE, qu'à côté de ça, il y a des entreprises qui ont parfois plus de 3000 salariés. Donc, la volonté, c'est de mettre en place et de créer un plan d'action, je vais dire, universel qui puisse répondre à ces enjeux de taille, de secteurs différents. Donc, on a lancé un premier train d'outils. Karine va en présenter d'autres. Et le plan d'action de la branche, c'est dans 6 mois de tirer un bilan de l'utilisation de ces outils. Est-ce qu'ils ont convaincu? Est-ce qu'ils ont servi? Qu'est-ce qu'il faut changer? Voilà en gros notre feuille de route. Je voulais ajouter, juste avant de passer la parole à Karine, et aussi, on remarque quelque chose, c'est que pas mal d'entreprises, et notamment plutôt des PME de moins de 250 salariés, utilisent pas mal l'alternance. On l'a noté à la rentrée, recrutent un alternant sur le sujet de la transition écologique et environnementale, et notamment sur des masters responsables en transition écologique ou un master manager de la performance énergétique. Donc, c'est un choix pour certaines entreprises plutôt de taille moyenne de recruter un alternant et qui va faire de l'accompagnement de l'entreprise sur ces sujets, son sujet de stage ou de thèse vraiment sur le sujet. Donc, l'alternance peut être un outil. Il y a pléthore de certifications sur le sujet. Karine Brunel, OPCO-EP propose quantité d'outils, de ressources sur la transition écologique et énergétique en général aux entreprises que vous représentez, plus particulièrement pour celles de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire. Et je pense en particulier aux plus petites structures qui ont été soulignées par Nicolas Borsarello, TPE, les petites PME. Tout cela, il y a une offre de service qui est adaptée aux spécificités de chacun. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'OPCO-EP met à disposition un certain nombre de ressources. Alors, il y a eu des liens qui ont été communiqués tout à l'heure, notamment notre plateforme de sensibilisation à la transition écologique et énergétique qui s'appelle EdFlex. Il a été dit aussi tout en amont que la notion d'information auprès de à la fois des entreprises et des salariés était assez importante pour pouvoir effectivement avoir une démarche qui fonctionne. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est effectivement d'apporter ce premier niveau de sensibilisation à la transition écologique et énergétique. Alors, en fait, vous y trouverez des podcasts, des vidéos, des articles et également des webinaires qui permettront de découvrir dans un premier temps et puis ensuite d'aller plus loin sur les sujets qui vous intéressent. Il y a notamment une vingtaine de micro-learning qui sont mis à la disposition de tous et pour effectivement avoir une vision un petit peu de démarrage sur ce qu'est la transition écologique et énergétique. Donc, c'est vrai que ça s'adresse effectivement plus particulièrement aux TPE. Voilà, donc c'est un premier pas qui permet effectivement de sensibiliser les entreprises. Ensuite, il y a d'autres actions qui peuvent être mises en place également dans les régions de sensibilisation avec des ateliers qui sont portés dans certaines régions sur la transition écologique énergétique dans lesquels effectivement sont présentés des plans d'action qui sont menés au niveau des régions qui ont mis en place des actions spécifiques sur le sujet. Il y a peut-être des liens qui vont être communiqués dans le chat à ce sujet. Récemment, il y a notamment eu un Serious Game qui a été mis en place en région Hauts-de-France, effectivement, qui vise à faire, alors ça a été évoqué aussi parmi les actions qui sont menées de manière assez concrète dans les entreprises, des mini-fresques du climat qui permettent effectivement de mettre en action des chefs d'entreprise qui viennent
de différents secteurs d'activité sur cette première prise de conscience, effectivement, de ce qu'il faudrait mettre en place en termes de plan d'action sur la transition écologique et énergétique. Donc ça, ce sont les grands axes, on va dire, qui sont déjà proposés en termes d'accompagnement sur la transition écologique et énergétique. Je vais ensuite aller sur le volet accompagnement, donc là, avec un point très important, puisqu'effectivement, comme ça a été effectivement évoqué auparavant, nos conseillers sont à la disposition des entreprises pour apporter toutes les informations nécessaires et également réaliser un pré-diagnostic transition écologique et énergétique qui s'appelle aujourd'hui Réflexe, qui est en fait un questionnaire, on va dire, avec une trentaine de questions qui sont proposées sur différents sujets, qui ont d'ailleurs été balayés par les interlocuteurs qui ont présenté les sujets sur lesquels ils étaient mobilisés dans leur entreprise plus particulièrement. Un thème notamment sur la pratique des entreprises et leur engagement justement stratégique en matière de transition écologique et énergétique, une thématique autour des déchets et du recyclage, qui je crois est un sujet qui intéresse en particulier la branche. Également la gestion des ressources et des locaux, ça a été évoqué aussi, les achats durables et la mobilité, qui sont effectivement des thématiques qui intéressent les entreprises du secteur des branches prestataires de services. Pour pouvoir réaliser ce diagnostic, en fait, la finalité de ce diagnostic est d'évaluer le degré de maturité de l'entreprise sur le volet transition écologique et énergétique. Et la finalité du conseiller, c'est donc d'apporter l'accompagnement qui va bien à l'entreprise en fonction de ce degré de maturité. Donc, selon les situations, le conseiller pourra proposer d'aller plutôt sur une plateforme, effectivement, la fameuse plateforme que j'évoquais tout à l'heure pour des actions de sensibilisation, ou aller plus loin avec un diagnostic. Alors, il existe effectivement, et ça me permet de faire le lien, un diagnostic transition écologique et énergétique pour lequel, effectivement, l'OPCO a sélectionné des prestataires. Donc des prestataires qui mobilisent une double compétence à la fois technique, sur le volet technique de la transition écologique et énergétique, qui va aller plus loin que le degré de maturité de l'entreprise et aller regarder effectivement les axes de travail sur lesquels effectivement l'entreprise peut avoir à faire bouger un certain nombre de choses en termes d'activité, et également la partie RH, puisqu'on est dans une démarche d'accompagnement au changement, ça a été effectivement explicité tout à l'heure, puisque parfois il faut ajuster des éléments en matière d'organisation et sur les compétences que les salariés vont devoir développer. Donc ces diagnostics sont proposés sur une durée de 5 à 7 jours, un peu selon la taille de l'entreprise, avec une prise en charge qui est variable. Pour les entreprises de moins de 50, il y a un reste à charge de environ 20%. Pour les entreprises de plus de 50, un reste à charge de 50% du coût total de la prestation. Un autre niveau, et pour aller plus loin, et ça a été évoqué aussi, puisque au niveau effectivement de la branche, il y a une attente en matière de marché sur la notion RSE. Donc, on peut effectivement, la transition écologique et énergétique est souvent un premier pas pour l'entreprise pour mettre un pied, on va dire, dans le système, et pour aller plus loin, aller sur une démarche RSE. Et dans ce cadre-là, les conseillers peuvent orienter les entreprises vers une démarche de prestation conseil en ressources humaines qui permettra d'embarquer la démarche RSE pour aller effectivement plus loin. Donc ça, c'est le volet accompagnement avec toute la partie diagnostic un peu sur mesure à voir avec l'entreprise. En troisième niveau, il y a effectivement le volet formation. Donc, on a lancé tout récemment, puisque ça date de cette semaine, un projet qui s'appelle Sélection, qui vise à proposer des actions de formation de courte durée pour les entreprises et les salariés. Donc, c'est un produit clé en main, puisqu'effectivement, alors pour les entreprises de moins de 50 salariés, les actions de formation proposées sont totalement gratuites. Pour les entreprises de plus de 50, il y a un reste à charge de 50%, mais dans tous les cas, on est sur des formats de formation, et ça a été dit aussi tout à l'heure, puisque souvent, les entreprises, effectivement, n'ont pas forcément le temps de mobiliser les salariés sur le sujet. Donc, on est sur des formats très courts, d'une journée jusqu'à 3 jours, sur des thématiques que je vais vous donner, comme par exemple l'éco-conduite, les éco-gestes, qui sont effectivement un premier niveau
d'appropriation de ce sujet de la transition écologique et énergétique, maîtriser sa facture énergétique, les achats responsables, valoriser son engagement éco-responsable et les fondamentaux de la RSE. La formation qui est la plus longue, c'est celle qui s'intitule « Devenir référent en transition écologique et énergétique », qui est donc sur 3 jours. Et effectivement, c'est un petit peu plus long. Ça a été évoqué tout à l'heure un petit peu à travers le rôle d'ambassadeur que j'ai pu identifier dans une des entreprises qui a présenté ce qui était mis en œuvre. Et effectivement, c'est un rôle clé puisque la personne est à l'interface entre ce que va proposer l'entreprise et le dirigeant et les orientations stratégiques de l'entreprise qu'il va falloir déployer et développer au sein des équipes pour pouvoir faire avancer le sujet de la transition écologique énergétique notamment. Donc voilà ce qui est proposé aujourd'hui en termes d'accompagnement des entreprises au niveau de l'OPCO-EP, et vous avez accès à toutes ces ressources dans le cadre de notre chat. Alors je ne sais pas si ça a été mis parce que je n'ai pas eu le temps de voir les informations, peut-être mettre le lien aussi avec les conseillers qui effectivement sont les acteurs clés qui vont effectivement pouvoir accompagner les petites entreprises sur cet accompagnement à la transition et au changement vers la transition écologique énergétique. Alors, le lien a été indiqué. Karine, merci beaucoup. Le lien peut, effectivement, parce que c'est le point d'entrée principal, c'est le conseiller de proximité qui vous donnera toutes les indications pour avoir les réponses adaptées à vos spécificités. Merci beaucoup Karine Brunel, merci beaucoup Nicolas Borsarello. Je remercie également l'ensemble des intervenants de ce webinaire donc consacré à la branche des prestataires de services du secteur tertiaire, webinaire qui touche à sa fin, mais dont vous aurez le replay très rapidement. On devrait recevoir un lien soit pour revoir de nouveau l'intégralité ou certains moments de ce webinaire, aussi pour le partager avec votre réseau. J'en profite aussi pour vous indiquer que sur la chaîne YouTube d'OPCO-EP, on trouve en particulier les précédents épisodes de cette série consacrée à la transition écologique et énergétique, série qui se poursuit le 6 novembre avec un prochain rendez-vous, cette fois-ci dans une perspective interpro, toujours sur la transition écologique. Et il me reste à vous souhaiter une excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.